Donc, je vous remercie. Donc, je remercie les organisateurs, mais aussi de m'avoir invité au panel. Alors, typiquement, dans la manière dont je fais les choses, je vais un peu mettre les pieds dans le plat et ramener un peu de réalisme dans tout ce qu'on a entendu. Bon, je pense que si on se concentre sur quelques success stories pour construire une image, on risque de se tromper sur la réalité du pays. Et donc, je pense qu'il est utile qu'on se remette un peu en cause. Alors, il y a un point qui me tient particulièrement à cœur et qui fait le lien avec le cas Mazen, c'est qu'à un certain moment, il y a un discours qui est prévalent qui dit qu'il faudrait que ce soit le privé qui investisse. Or, un retour d'expérience à travers le monde démontre que c'est d'abord l'État qui est le précurseur et l'initiateur. Donc on sort tout de suite les grands exemples de Google, de Facebook, etc. Mais derrière, il y a la Silicon Valley. Et derrière la Silicon Valley, il y a l'investissement de l'armée américaine qui a permis l'émergence. L'exemple chinois est encore plus flagrant et éloquent à cet égard. L'interventionnisme de l'État pour faire émerger une industrie innovante et non pas simplement des améliorations de produits existants ou la conquête de nouveaux marchés, est fondamentale. Donc, ne dédouanons pas l'État de son rôle en transférant le fardeau vers l'industrie et vers les industriels qui gardent quand même des capacités limitées d'investissement. Donc, de ce point de vue-là, je considère que l'investissement public, qui reste le plus fort investissement dans le pays, l'État est le premier investisseur. Donc, si on demande aux investisseurs privés de venir contribuer à la R&D, l'État doit donner l'exemple. Et donc, à travers les grands projets transformationnels, structurants, que ce soit dans le transport, dans l'énergie renouvelable, dans un tas d'autres secteurs, la composante R&D est souvent absente. Donc l'État aujourd'hui admet que le niveau de formation n'est pas à la hauteur attendue. Il met à disposition des investisseurs un accompagnement pour une formation complémentaire sur les profils qui manquent. Qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui de mettre aussi une enveloppe sur la R&D ? Sur des pays qui cherchent et qui ont une politique volontariste d'attrait de la R&D, comme par exemple la Turquie, la moitié du coût de l'ingénieur R&D est pris en charge par l'État. Donc, il y a, je pense, une volonté politique à avoir, une facture à faire payer par le contribuable, parce que nous avons besoin de transformer l'industrie marocaine d'une industrie qui majoritairement est de sous-traitance, avec quelques success stories dont on est tous fiers, mais qui va devoir demain devenir propriétaire de technologies, exportateur de ces technologies-là. Donc, pour juste rappeler, quand on regarde aujourd'hui sur le Global Innovation Index, qui est un index qui montre l'efficience et l'efficacité de l'investissement en R&D, l'État fait un certain nombre d'investissements, mais il y a toute la partie marché de cette R&D qui pose problème. Donc, au niveau de mon passage à Macer, j'ai essayé d'apporter ma contribution à l'édifice. Les collègues sont là pour reprendre le flambeau. Je pense qu'ils le font très bien. Mais on a eu tout le mal du monde à convaincre une industrie marocaine à mettre un chèque pour faire de la R&D. Il ne faut pas se mentir. Donc, j'ai été Business Development Director avant de devenir DG. L'industrie marocaine aujourd'hui ne voit pas encore le lien direct entre profitabilité et investissement en R&D. Et sans une intervention de l'État qui permet de débloquer cet élément-là, je ne pense pas qu'on va y arriver. On aura des success stories, mais on est loin de l'élan national qui est nécessaire pour amener cette R&D au niveau où elle doit être compétitive au niveau international. Il y a des initiatives comme la CCG qui commence à investir pour accompagner des entreprises innovantes. Je m'en félicite, c'est 50 millions de dollars de prêts de la Banque mondiale pour accompagner ces entreprises-là, mais quand vous discutez avec ces entrepreneurs, ils ont tout le mal du monde à aller décrocher un premier marché. Ils ont tout le mal du monde à se faire payer dans les temps. Donc aujourd'hui, il y a une responsabilité partagée nationale où chacun doit assumer sa responsabilité. Moi, ce que je préconise, et ça sera peut-être un mot sur lequel je reviendrai à la fin, c'est que chaque patron d'entreprise, au lieu de dire « je lance un appel d'offres, c'est le service des achats, donnez-moi vos références », non, il a une approche volontariste pour accompagner quelques startups marocaines pour pouvoir y arriver. Alors, j'ai eu le plaisir, en quittant Macer, de rejoindre Mazen, et j'ai franchement été agréablement surpris parce que la composante R&D a été built-in dès le départ.
Donc, dans le grand projet de développement des énergies renouvelables, il y a une enveloppe, une contribution d'un certain pourcentage sur le coût de l'infrastructure qui part pour la R&D. Dans le grand complexe Nord-Ouarzazate, qui est le plus grand du monde, il y a 3000 hectares à peu près de centrales solaires avec 580 mégawatts, qui sont aussi de la très belle technologie. Il y a des industries marocaines qui y ont contribué, qui ont dû innover pour pouvoir y contribuer, à hauteur de 30% pour la première centrale, 35% pour la deuxième et la troisième. Mais il y a 200 hectares qui sont dédiés à des projets innovants et à des produits innovants par des entreprises marocaines. Donc, de ce point de vue-là, si on ne fait pas la même chose sur les autres secteurs où nous cherchons à développer le pays, on restera sur l'anecdotique, sur l'épisodique, tel success story, telle entreprise. Alors, pour je dirais les aspects qui touchent la R&D, je pense qu'on est en train de pécher par l'absence d'un marché d'absorption de cette R&D d'abord. Donc, si on n'est pas capable de trouver un moyen pour que l'investissement public, à travers la CCG, un certain nombre d'incitations, ou de lui trouver un marché d'innovation, d'accompagner ces entreprises, on aura une mortalité des entreprises qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il est important, je pense, qu'il y ait une prise de conscience collective. On a de bons exemples de succès, mais nous manquons encore d'une prise de parole et d'une prise de conscience collective qui nous permet à cette innovation d'être vraiment tirée par le marché. Parce que quand un industriel met de l'argent, il attend des résultats. Donc lorsqu'on regarde l'investissement des 0,8% qui ont été cités dans le PIB, il faut savoir que plus que les 2/3 vont vers les salaires des enseignants. La vraie réalité des budgets qui partent dans le développement de produits innovants est infime. Le nombre de publications qui sortent aujourd'hui dans les différentes universités, combien créent de l'emploi? Il ne faut pas perdre, à mon sens, le challenge qui est celui de la création d'emplois à forte valeur ajoutée. Le discours de Sa Majesté a été là pour le rappeler. Les gens partent. Et donc, nous devons changer de paradigme pour pouvoir faire de cette R&D vraiment tirée par les marchés. Alors, il faut commencer effectivement par avoir des industriels qui sont aux pilotes, qui seraient les pilotes de l'investissement public, mais nous devons aussi faire attention que cette innovation, c'est comme un arbre qu'on est en train de planter, il faut lui donner et de l'eau, et du soleil, et de l'accompagnement, et des fertilisants, et espérer que ça aboutisse. Et accepter la culture de l'échec. Des patrons ont accepté de donner leur chance à des PME, mais au premier échec, il a dit « vous m'oubliez tout ça, vous ne m'en parlez plus ». Donc il y a un changement de mentalité à effectuer au niveau de toute la chaîne de valeur, sans quoi nous resterons à un pays qui fait de la sous-traitance et de temps en temps quelques bons exemples qui justifient nos invitations dans les panels et pour qu'on se tape sur le dos et dire on est très bien, on est impeccable. Donc Masserella, il a du mal à aller accrocher des industriels et les universités sont là, ils ont du mal à dépenser l'argent qu'ils sont dans les universités. On est à peut-être quelques pourcentages du potentiel d'innovation qui serait celui du pays. Les grands chantiers du pays doivent avoir une composante R&D. Et je pense que c'est peut-être tout l'intérêt de cet événement-là, de cette prise de conscience que je voulais éviter, c'est qu'on ressorte en disant on est les tops, alors qu'on est encore très loin. Merci Hicham. Justement, on parlait tout à l'heure de l'État. L'agence Mazen, c'est un démembrement de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les projets qui ont été réalisés, on a quelque chose à partager ? Une contribution à améliorer justement la réflexion sur ce sujet? Alors, on en a plusieurs, donc je vais en citer quelques-uns. Si vous me permettez, juste avant d'y arriver, le Maroc a été aussi très bon sur l'attraction des IDE. Et donc ST Microelectronics et ST Ericsson étaient un excellent exemple. Lorsque ST Ericsson, on a été une équipe d'ingénieurs pionniers qui a conçu l'un des processeurs qui sont allés sur le Samsung S3 Mini, c'est une fierté nationale. Mais le problème qu'il y a, c'est que lorsque cette activité s'est arrêtée, il n'y a pas eu une politique de l'État pour pouvoir capitaliser sur ce transfert de savoir-faire. Donc on a eu des entreprises qui sont des entreprises anglaises, qui sont venues, qui ont démarré de zéro et qui ont atteint une cinquantaine ou soixantaine d'ingénieurs de pointe dans les technologies sans que le pays en profite. Aujourd'hui, il travaille pour développer le marché chinois. Donc sur ces success stories, Mazen a décidé qu'elle allait faire, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, un développement de R&D partenarial. Et donc on a bâti une offre de partenariat à destination des grandes multinationales. Il y a eu sur la dernière année plusieurs partenariats, notamment avec Siemens sur toute la partie solaire thermique. Il y a eu un partenariat avec CMI, qui est une boîte
belge sur toute la partie gestion des centrales. Nous avons aussi des partenariats avec Azelio, où il y a un co-investissement pour le développement. Et donc l'approche Mazen, c'est de dire, si on veut rapidement rattraper, on doit co-investir et assurer un transfert de savoir-faire. Donc il y a sur la plateforme aujourd'hui de R&D, il y a Alsolen aussi qui développe des process innovants. Mais notre approche, c'est de dire, il y a un dynamisme qui est le propre des PME. Il y a une lenteur qui va être inévitablement celle des grandes institutions de l'État. Et donc on va s'appuyer sur ce dynamisme-là pour s'assurer un transfert de savoir-faire et accompagner cette vague et permettre aux industries marocaines, donc j'en cite plusieurs, qu'on est en train d'accompagner pour devenir des acteurs propriétaires et développeurs de technologies, chose qui aujourd'hui fait encore défaut.